Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre à terre, dynamiques et passionnés. Disponible et transparent, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 114 du Temps d'arrêt. Les éliminatoires de la LCF sont à nos portes, incluant la participation des Alouettes de Montréal à nouveau en éliminatoire de la LCF. Très, très heureux de pouvoir recevoir à nouveau Pablo Herrera Vergara pour parler de tout ce belle période de l'année qui commence. Pablo, ça va bien? Ça va très bien, merci. Écoute, pour moi, c'est Noël avant l'heure. Absolument. Puis c'est le cas pour les partisans des Alouettes qui pourront se mettre sous la dent une troisième éliminatoire dans laquelle on a des aspirations pour notre équipe. On va recevoir le match de quart de finale, de demi-finale de l'Est samedi à 14 heures contre les Blue Bombers. Avant de rentrer un petit peu en détail sur l'analyse de ce match, parle-nous dans une globalité de comment tu as perçu la saison pour les Alouettes, mais aussi pour la Ligue canadienne. Là. On sait que depuis notre dernière conversation, ça a beaucoup brassé dans le monde de la Ligue canadienne avec l'annonce des nouveaux règlements et tout. Donc, comment vous avez perçu ça, les changements à venir et un petit peu de tout ce renouveau dans la Ligue canadienne? Ben écoute, c'est sûr que c'est une nouvelle qui a un peu surprise tout le monde, surtout que c'était vraiment comme une surprise dans le sens où personne s'en attendait. C'est une annonce qui est arrivée, on s'est dit on a des nouveaux changements à faire pour révolutionner dans le fond le football canadien. Puis c'est un peu arrivé comme une bombe, puis il n'y a personne qui est vraiment sorti d'informations là-dessus avant que ça sorte. Donc, Ouais. la Ligue a vraiment gardé ça secret pour jusqu'à temps qu'elle dévoile ça. Ben écoute, on fait un petit tour rapide des changements. Dans le fond, on va passer d'un terrain de 110 verges à un terrain de 100 verges. Les poteaux de la zone début vont être approchés justement ce ne sera plus dans le fond de la zone début. Puis en fait, il y a aussi le règlement du simple qui change. Donc Ouais. le rouge, dans le fond, donc un point ne sera pas nécessairement donné lorsque le ballon va se retrouver plus loin que la zone début. Donc il faut vraiment que le retourneur accorde un simple. C'était un règlement qui achalait beaucoup de partisans de football. Là. Les Ouais. gens au sud de la frontière, même ici au Canada, regardaient ce qui se passait puis beaucoup trouvaient ça ridicule qu'on alloue un point pour un placement Ouais. manqué, ce qui est un petit peu vrai. Mais... Ben écoute, c'est sûr que de ce côté-là, il y a plusieurs façons de regarder ça. Il y a plusieurs de certains de mes collègues qui regardaient ça plus comme une récompense pour le positionnement sur le terrain gagné. Ouais, Mais c'est vrai. au final, ce règlement-là, ça faisait beaucoup jaser. Puis tu vois que le commissaire, lui, voulait avoir une empreinte sur le football canadien en partant. Puis écoute, moi, je donne toujours la chance aux coureurs dans ce type de situation-là. La seule chose que moi, personnellement, je trouve dommage, c'est changer les dimensions du terrain. Parce que, bon, la Ligue canadienne, c'est une ligue qui est spécial dans le sens, il n'y a pas d'autres ligues où on est à 110 verges. C'est vraiment au Canada, puis c'est vraiment quelque chose qui permet justement aux attaques de vraiment d'avoir un terrain plus, comment je dirais ça? Surtout quand tu te rapproches de la zone début, d'avoir un peu plus d'accessibilité pour les zones début. Le terrain fait en sorte que justement, tu es capable de bâtir autour de ça. Puis de réduire ça à 100 verges, je ne suis pas sûr que c'était nécessairement le bon move, si on veut, ni celui de ramener justement les poteaux au début, genre les amener au fond de la zone début, en fait. Parce que, regarde, honnêtement, pour moi, ça n'a jamais été un sujet de grande controverse dans la Ligue canadienne. Ça n'a jamais été quelque chose C'est dont très rare là, que les poteaux ouais, exact. nuisent à une Exact. action. Là. Puis, au final, les équipes s'ajustent à ça. Puis, c'est tout du coaching et tout ça là-dedans. Est-ce que c'était nécessaire?
personnellement, je pense pas que c'était nécessaire, mais regarde, je suis toujours ouvert de voir justement qu'est-ce que ça va donner. Pas, je pense que le milieu de la zone de but va devenir plus accessible pour les équipes, c'est vrai. Puis, tu sais, au final, c'est sûr que ça va donner une autre dynamique à la Ligue canadienne. Puis, regarde, comme je dis, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais le règlement, par contre, que j'aime, puis c'est là, je ne l'ai pas encore mentionné encore, c'est que maintenant, on va avoir un cadran, en fait, de 35 secondes qui va partir lorsque le jeu terminera. Ça, pour moi, ça va être une bonne nouvelle parce que, dans le fond, lorsque tu regardes l'ensemble du match, les arbitres, c'est eux qui sont en contrôle de quand ils sifflent, c'est là que le 20 secondes part. Puis souvent, entre la fin du jeu et le moment où ils sifflent, on perd énormément de temps. Puis il y a des équipes qui s'en servent extrêmement bien, surtout au quatrième quart. Les Blue Bombers sont un excellent exemple. Ils vont gruger, ils vont s'en venir en joggant au caucus, puis ils vont attendre vraiment de prendre toutes les secondes possibles. Puis là, l'arbitre va siffler, puis des fois, il va s'être passé un énorme nombre de temps là-dedans. Par contre, la seule chose que je tiens, puis c'est pas encore réglé, ce côté-là, c'est les 3 dernières minutes, qui pour moi sont l'affaire la plus excitante de la Ligue canadienne. Moi, je ne toucherai absolument pas à ça. Pas de cadran là-dedans. Ça, c'est les arbitres qui, justement, quand ils sont prêts, on siffle, on continue. Les meilleurs moments de la Ligue canadienne, c'est dans les 3 dernières minutes. Puis ça, pour moi, on ne devrait jamais toucher à ça. Un autre règlement qui prend tout son sens, c'est le fait d'avoir l'équipe adverse de l'autre côté du terrain. Donc, ça va éviter certains débordements auxquels on a pu être témoin des dernières années. Donc, ça, je pense que c'est une bonne décision. Bon. Mais oui, donc, effectivement, il y a plusieurs changements qui se feront graduellement au cours des 2 prochaines saisons. On garde quand même beaucoup des touches particulières de la Ligue canadienne, certaines choses qu'on aurait aimé, effectivement, qui restent un petit peu comme c'était. Mais je pense que c'est de bon augure. Tous ces changements, ça montre qu'on veut s'en aller dans la bonne direction. On se lance, Pablo, dans les éliminatoires de la LCF, principalement le match de nos Alouettes qui se tiendra samedi 14h au stade Percival Molson. Et là, les gens qui ont un petit peu moins suivi ça dans les dernières semaines vont être surpris d'apprendre qu'on reçoit les Blue Bombers de Winnipeg. Bon, pour expliquer un petit peu le contexte, les Alouettes ont terminé en 2e place dans l'Est avec 20 points, ce qui leur octroyait le match de quart de finale à la maison. Ensuite, donc, du côté des Blue Bombers, Toronto a terminé 3e dans l'Est, donc avec 10 points. Ce qui se passe dans la Ligue canadienne, c'est que l'équipe qui termine 4e dans l'Ouest, donc à l'occurrence Winnipeg, si elle a plus de points que la 3e équipe dans l'Est, elle fait le crossover, pour emprunter le terme anglais, et vient disputer le match de quart de finale ou le match de demi-finale dans l'Est. Donc, c'est ce qui s'est passé cette année. Donc, du côté des Alouettes, ça a été 5 victoires de suite avant de subir la défaite contre Winnipeg la semaine dernière dans un match qui valait pas de grand-chose. Là, il y a quelques partants qui ont été retirés, dont Davis Alexander, puisque l'équipe ne pouvait pas terminer au premier rang. Je disais à la blague avant qu'on rentre en autre, qu'on a réveillé un petit peu les Alouettes avant notre dernier épisode. Ça a été une belle séquence par la suite, comme on a pu voir il y a 2 ans. Du côté de Winnipeg, on a terminé aussi avec 20 points. On a remporté les 2 duels contre les Alouettes cette saison. La semaine 12, 26-13, alors que c'était James Morgan qui était carrière partant. Et la semaine passée, semaine 21, victoire de 19-10 avec Bethel Thompson. Donc, à l'occurrence, sans entrer en détail, puisqu'on va le faire allègrement tout au long de l'épisode, comment perçois-tu cette confrontation Alouette-Blue Bombers? Écoute, ça va être tout un match de football. C'est deux équipes qui jouent gros dans un sens parce que les Blue Bombers reçoivent, en fait, Winnipeg reçoit la Coupe Grey cette année. Et donc, du côté des Blue Bombers, on s'est dit on va vouloir faire une dernière année avec le noyau qu'on a présentement, un noyau qui est assez vieillissant, mais on s'est dit une dernière ride tous ensemble, on va essayer d'aller chercher la Coupe Grey, donc on joue pour gros. Puis du côté des Alouettes, on a un message à envoyer à la Ligue canadienne définitivement. C'est une équipe complètement différente avec Davis Alexander. Les Blue Bombers ne l'ont jamais réellement vu, du moins pas cette année. Puis l'an passé, c'était quelques répétitions dans un match qui ne voulait plus rien dire pour les Alouettes. Donc, tu sais, il va y avoir un effet surprise du côté de Winnipeg, du côté de Davis Alexander. Puis c'est vraiment ça qui change complètement les Alouettes de Montréal, sa présence. Puis je pense que cet aspect-là va faire en sorte que justement, les Alouettes vont arriver là avec une certaine confiance. Puis, tu as besoin d'aller chercher rapidement les devants. Tu as besoin d'aller prendre les devants parce que Winnipeg, c'est une équipe avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Puis, je donnais un exemple tantôt de comment ils sont capables de brûler le temps au 4e quart. S'ils tirent de l'arrière au 4e quart, ils ne pourront pas utiliser ce genre de stratégie-là. Donc, tu sais, les Alouettes, ça va être de commencer le match à l'heure, chose qu'on n'a pas fait l'an dernier contre les Argos de Toronto. Donc, c'est d'apprendre un peu des leçons. Puis, du côté des Alouettes, pourquoi je dis qu'on joue gros, c'est que
l'an passé, on a fini premier de la division, tout allait bien, puis soudainement, ben, l'équipe est tombée dans ce que j'appelle le cruise control. Donc, on est une situation où vraiment, c'est le pilote automatique. Tout était Tout facile. était Ouais. facile, puis soudainement, la performance de l'équipe déclinait. Puis oui, on a trouvé le moyen de gagner certains matchs, mais on perdait beaucoup de matchs en fin d'année. Puis c'était jamais, on se disait, mon Dieu, c'est vraiment pas convaincant, mais ils ont fini premier, ils vont encore recevoir le match. Et c'est ça qui est arrivé, c'est qu'on a continué dans cette même vague en finale de l'Est, puis on s'est fait surprendre par Toronto qui, sérieusement, n'aurait jamais dû gagner ce match-là. Donc, cette année, ben, on s'est fait dire toute l'année qu'on avait appris nos leçons du côté des Alouettes, qu'on est arrivé avec une approche plus humble qu'on l'était l'an passé. Maintenant, ben, c'est de le prouver sur le terrain. Puis j'ai hâte de voir justement la réponse de cette équipe-là. Puis on joue quand même pour gros parce que ben, tu veux envoyer un message de dire que l'an passé, c'était une erreur et pas une normalité. On en a parlé tout au long de l'année, j'allais dire déboires, mais les difficultés des Alouettes à domicile. Donc, on a Ouais. terminé avec une fiche de 4 victoires, 5 défaites. Tout de même 2 victoires de suite à la maison, là, ce qui est encourageant. Ben, du côté de Winnipeg, c'est guère mieux, heureusement. C'est 3 victoires, 6 défaites à l'étranger. Donc, pas vraiment d'avantage à ce niveau-là. Mais pourtant, du côté des Alouettes, on a pu miser sur une des foules les plus stables tout au long de la saison dans la Ligue canadienne. On a eu des foules extraordinaires cette saison au stade Percival Molson. Ça va être le cas aussi samedi. Foule qui risque d'être bruyante. Donc, on espère que ça pourra être un facteur positif pour les Alouettes qui n'ont pu vraiment prendre avantage de cet élément-là qui est primordial au football. Oui, mais ça c'est une chose. Puis écoute, je pense que la foule à Montréal a fait un travail extraordinaire cette année. Probablement une des foules les plus constantes, c'est celle de Winnipeg, en fait, qui a fait des matchs à guichet fermé pour tous les matchs de saison régulière, une première dans leur histoire d'ailleurs. Donc, écoute, c'est un chapeau à eux. Mais du côté des Alouettes, on n'aurait peut-être pas eu des matchs à guichet fermé à toutes les semaines, mais ces gens-là ont répondu présent. Puis dans tous les matchs, on a vraiment senti un appui. Puis depuis vraiment cette conquête en 2023, on sent vraiment que le vent a tourné niveau assistance. On n'a plus la même misère qu'on avait avant à tirer les foules. C'est sûr qu'à Montréal, je le dis souvent, mais le marché est assez exigeant si ce n'est pas une équipe qui s'appelle le Canadien de Montréal. Mais avec les autres équipes, que ce soit le CF Montréal ou que ce soit même les Roses de Montréal maintenant, on va avoir une certaine attente. Puis plus l'équipe va performer, plus les gens vont se présenter au stade. C'est comme ça. Puis on n'a pas nécessairement la base partisane la plus, comment je dirais ça, la plus toujours fiable à l'équipe dans le sens, tu comprends ce que je veux dire, mais quand ça va bien, les gens répondent. Puis du côté des Alouettes cette année, ça a vraiment été super. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment l'effet Davis Alexander. Si tu regardes les matchs qu'il a joués à Montréal, il n'a pas perdu Davis Alexander depuis qu'il est dans la Ligue canadienne d'ailleurs, mais au stade Percival Molson, tu vois vraiment qu'il va chercher une autre énergie. Il embarque la foule avec lui, puis ça lui donne un élan de plus. Donc, moi, c'est vraiment ça. Puis malgré la fiche qui n'est pas reluisante des Alouettes cette année, je leur donne quand même l'avantage à ce niveau-là contre les Bombers. Parlons-en justement de Davis Alexander et de tout ce qui a fait en sorte que les Alouettes ont repris un peu de vie et ont pris du momentum avant de rentrer dans ces éliminatoires-là. Mais tu viens de le dire, Alexander, toujours pas de défaite en carrière. Durant la saison, ça a été une cote d'efficacité de 110,7. Donc, seul Nathan Rourke a fait mieux cette année. Dans les 3 matchs qu'il a joués depuis son retour de blessure, ça a été 350 verges par la passe, un touché contre Calgary, 240 verges, un touché contre Ottawa, 328, 2 touchés contre Ottawa. Il était extrêmement efficace. Et on a craint à certains moments qu'il une blessure réaggrave une autre blessure, mais il a vraiment fait preuve d'acharnement pour rester, disons, le plus, pour avoir un impact sur son équipe. Et jusqu'au moment où l'équipe s'était assurée de son rang, il a été un compétiteur extraordinaire. Oh, absolument. Puis, du côté de Davis Alexander, ce que j'apprécie énormément, c'est son côté compétitif. Il n'y a jamais une performance où il s'est dit ouais, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai donné. Même les matchs où il est allé chercher des victoires qui sont un peu plus difficiles. Écoute, il était fâché après lui-même. Il était vraiment, tu sentais un peu de frustration de lui. Puis ça, c'est la preuve d'un individu qui veut se dépasser. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'il tombe nécessairement dans l'excès le jour où il va perdre des matchs, justement. Ça va arriver, là. Ça va arriver éventuellement, c'est sûr, mais je veux dire, il ne faut pas qu'il tombe dans l'excès non plus, mais j'aime ce côté-là, j'aime ce côté compétitif, puis il amène tous ses coéquipiers avec lui. J'en parlais avec Austin Mack, justement, après le match que les Alouettes ont joué à Ottawa, puis il me disait justement que la différence
tout simplement, c'était Davis Alexander. Puis c'était un des meilleurs carrières avec lesquels il avait joué niveau compétitif. C'est un gars qui t'amène avec lui, qui veut se battre, avec qui tu veux te battre. Et du côté des Alouettes, ben, c'est ça que tu as besoin en série. Tu as besoin d'un gars qui. C'est clair que samedi après-midi, il va y avoir des moments difficiles dans ce match-là. Je ne peux pas croire que les Alouettes vont filer tout seuls vers la victoire. Ce ne sera pas un doux fleuve. Non, ce ne sera pas un fleuve tranquille. Mais c'est le type de joueur que tu veux justement quand les choses vont mal. Puis moi, j'ai hâte de voir le moment où les Alouettes vont commencer à tirer de l'arrière, que ce soit par un touché ou par 10 points, voir comment est-ce que ce gars-là va réagir. Puis j'ai pas de doute qu'il va réagir de la bonne façon parce que c'est ce type de compétiteur-là. Donc, moi, c'est vraiment ça pour moi qui fait qu'il a une coche au-dessus des autres carrières qui ont passé à Montréal sans rien leur enlever. Puis aussi sa mobilité. Tu n'as pas le choix de parler de sa mobilité. La ligne à l'attaque des Alouettes, je vais être honnête, ce n'est pas la meilleure de la Ligue canadienne. Vraiment pas. Ce n'est pas celle qui protège le mieux. Donc, tu as besoin d'un carrière qui est capable de se défaire de la pression puis de lancer des ballons en courant. Puis c'est ça que Davis Alexander fait. Donc, c'est vraiment les deux choses que j'apprécie. L'aspect compétitif puis évidemment sa grande mobilité. Petit mot sur cette ligne offensive-là qui a fait quand même le travail quand c'était le temps. A subi des moments un petit peu plus difficiles. Là. 4 sacs alloués dernièrement contre Toronto, 3 contre Ottawa, 2 la semaine dernière. Sinon, ça a été 0 sacs alloués contre la Saskatchewan, Calgary et Ottawa aussi. On retrouve 3 joueurs, P.O. Lesage, Nick Callander et Justin Lawrence, qui sont parmi les étoiles de l'Est. On doit présenter notre meilleur visage pour donner toutes les chances à Davis Alexander. Je pense, Pablo, que toi et moi, on a un petit mea culpa à faire à l'endroit de Stevie Scott, qui a mieux paru à partir du moment qu'il s'est fait donner le rôle de porteur de ballon numéro 1. Il a couru en moyenne 4,5 verges par course, ce qui est bien. Il a connu un match de 125 verges au sol contre Saskatchewan le 19 septembre dernier. Toutefois, c'est un seul touché au sol, le 18 octobre dernier contre Ottawa. Donc, on a vu des belles choses de la part de Stevie Scott. Là, on est dans une situation où Sean Thomas-Erlington, qui, alors, à un certain moment, à la suite de sa blessure, on craignait pour le restant de sa carrière, surtout à l'âge qu'il a. Là, il est de retour à l'entraînement, devrait être en uniforme. Ça pourrait être le cas de Travis Tice aussi. Donc, un petit mot sur Stevie Scott, puis où on se situe à propos des porteurs de ballon. Qu'est-ce que tu anticipes? Qui tu penses qui va être le cheval de bataille? Est-ce qu'on va y aller en comité ou tu penses que quelqu'un va prendre les dessus là-dessus? Ben écoute, je pense que tu as bien fait en introduisant le mea culpa envers Stevie Scott. Je pense que toi et moi, on n'était pas convaincus. Puis écoute, il a connu des bons matchs cette année. Est-ce que je suis 100% convaincu que c'est le porteur de ballon qu'il faut aux Alouettes pour les prochaines années? Non, pas encore. Mais par contre, je dois dire qu'il a été bon dans ce qu'il a fait. Donc, lorsqu'on lui a donné l'opportunité, puis tu parles de ce match-là en Saskatchewan, on est allé chercher 125 verges, d'ailleurs la plus haute performance par un porteur de ballon cette année. C'était un match où justement on ne donnait pas de chance aux Alouettes de gagner. Puis ils sont arrivés là-bas. Puis écoute, c'était un sentiment d'une équipe qui voulait se battre puis de montrer à tout le monde qu'il y avait encore de la fierté dans ce club-là. Puis Stevie Scott a fait partie de ce mouvement-là. Puis les semaines qui ont suivi, j'aime ses courses, j'aime l'agressivité. Il a renversé un joueur du Rouge et Noir il y a quelques semaines sur son passage. Écoute, c'était spectaculaire à Ottawa. Puis, tu sais, c'est le type de jeu que tu vas voir d'un porteur de ballon physique comme on nous l'avait présenté dans le fond. Est-ce que, comme je l'ai dit, est-ce que c'est nécessairement pour moi celui par qui tout va passer samedi? Je ne pense pas. Mais définitivement, il a démontré que lorsqu'on lui donne l'opportunité de toucher au ballon, il est capable de faire des choses intéressantes. Donc, chapeau à Stevie Scott de continuer à s'être battu pendant la saison. Ça n'a pas été facile pour lui, des blessures. Écoute, au camp d'entraînement, les Alouettes étaient presque prêts à lui donner le rôle de partant, puis évidemment, il s'est blessé. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment eu une progression. Il a toujours cru en lui-même. Puis écoute, écoute, je lui lève mon chapeau parce que jusqu'à présent, écoute, c'est le porteur de ballon le plus fiable présentement pour les Alouettes. Du côté des deux autres, penses-tu que Sean Thomas pourra avoir un impact à son retour? Il a eu le feu vert des médecins, donc à ce niveau-là, ça ira là. Ben écoute, j'ai l'impression que c'est lui qui va être le deuxième porteur de ballon. Est-ce qu'on va en habiller 3? Écoute, je ne pense pas, mais je peux toujours me tromper, mais d'habitude, on y va avec 2, surtout un match éliminatoire. Tu veux garder des joueurs réservistes dans des positions comme un joueur de ligne défensive ou joueur de ligne offensive. Donc, souvent, on va aller avec 2 porteurs de ballon. Puis le fait qu'il est canadien fait de lui justement le meilleur candidat pour seconder Stevie Scott. Et je pense que c'est Travis Tice qui va devoir sauter son tour. Mais dans tous les cas, écoute, je pense que c'est juste une bonne nouvelle de le revoir, lui, Sean Thomas
Wellington, comme tu l'as dit, Ouais. on craignait pour sa carrière, puis finalement, on reçoit le feu vert des médecins. On lui demande justement, Danny Machocha lui a vraiment demandé s'il était prêt à revenir, puis dans le fond, d'encaisser d'autres coups cette année. Puis c'est lui qui a dit oui, je veux le faire. Puis d'après moi, c'était assez pour justement qu'on le ramène de 1, puis de 2, qu'il y ait une place sur l'alignement. Je ne pense pas qu'on va énormément l'utiliser, mais je pense qu'à des moments clés, des moments intéressants, tu vas pouvoir t'en servir. Puis écoute, c'est un joueur qui va tout donner. Il sait que c'est son dernier match, peut-être, devant ses partisans. Donc, c'est un joueur qui va vraiment, vraiment tout vouloir donner pour cette équipe-là. Puis, écoute, on ne sait jamais ce que ça peut donner, mais je pense qu'il va être beaucoup moins utilisé que Stevie Scott, définitivement. Pour terminer au niveau de l'attaque, là, un point très positif, c'est que le groupe de receveurs est finalement pleinement en santé. Là. Dernièrement, on s'est échangé les grosses performances. Austin Mack, 108 verges captées, un touché 18 octobre dernier, 87 verges et un autre touché le 13 octobre. Tyler Snead, qui a été le meneur de l'équipe pour les verges captées, 5e dans la Ligue canadienne avec 1129 verges captées par la passe. Ça a été 114 verges la semaine passée, 115 le 26 septembre contre Calgary. Un touché, 68 verges contre Toronto. Tyson Philpott, 66 verges la semaine passée, 76 le 26 septembre et 238 verges et 2 touchés dans une performance historique contre la Saskatchewan le 13 septembre. On a Charleston Rambo, Cole Speaker qui peuvent réaliser des jeux importants aussi. Donc, ça va être difficile pour la défensive, la tertiaire de Winnipeg de neutraliser tous ces joueurs-là qui semblent dans un bon état d'esprit, puis on semble vraiment le faire front commun. On ne sait pas qui va prendre la charge, et c'est ce qui rend un petit peu l'attaque des Alouettes si dangereuse et non prévisible. Ben, écoute, l'an passé, Tyson Philpott avait le genou dans un scooter, dans le fond, thérapeutique, dans le fond, pour soigner une blessure à une cheville. Mais évidemment, il avait pas le choix s'il voulait tenir debout, il n'avait pas le choix de mettre son genou justement sur une espèce de scooter bizarre. Mais bref, tout ça pour dire que il pouvait pas aider les Alouettes l'an dernier. Puis cette année, tu vois clairement la différence qu'il a fait. Ce match-là en Saskatchewan, il a envoyé un message à toute la Ligue canadienne. Puis le pauvre Pierre Falaix-Exumé qui a joué avec les Carabins de l'Université de Montréal, d'après moi, il en fait encore des cauchemars de ce match-là. Écoute, il a été brûlé de toutes sortes de façons. Puis à partir de ce match-là, puis de son propre aveu à Philpott lui-même, on a commencé à le doubler beaucoup plus. Puis c'est vrai, on le regarde dans les matchs. Puis ça permet justement à des gars comme Austin Mack. Un Austin Mack qui n'avait pas le début de saison, ni le milieu de saison qu'on voulait, des blessures aussi. Mais là, ça lui a permis de revenir en force, de retrouver la meilleure version d'Austin Mack, dans le fond. Charleston Rambo est capable de faire des attrapés, comme tu l'as dit. Cole Speaker va être crucial samedi, surtout en protection. C'est le gars souvent qu'on va amener pour aider les joueurs de ligne, à pousser un joueur de ligne défensive pour donner une seconde de plus à Davis Alexander. Il va être super important dans cette facette-là. Je ne dis pas qu'il ne va pas avoir besoin de gros attrapés aussi, mais cet aspect-là, pour moi, il va être extrêmement important pour lui. Tyler Snead, écoute, tu l'as bien vanté, écoute, tout un joueur cette année. Ouais. Il a été symbole de la constance pour les Alouettes cette année. Peu importe qui était le carrière, il trouvait le moyen de produire quand on avait besoin de lui. Donc, écoute, je lui lève mon chapeau. Puis écoute, tu regardes cette unité-là, sérieusement, c'est un des meilleurs groupes de receveurs de la Ligue, sinon pas le meilleur lorsqu'il est en forme et lorsqu'il est en santé. Donc écoute, ça va être clé pour ces gars-là de faire la différence. Ça va être à eux de se lever, mais définitivement, les Alouettes sont en bonne posture, du moins sur papier. Au niveau de la défensive, on a eu des hauts et des bas, là, comme un peu au niveau de l'attaque. Ça n'a pas été l'unité qui était aussi déterminante que par les années précédentes. C'est 430 points concédés cette année. C'est quand même le 4e meilleur dossier de la Ligue canadienne. Un des points positifs qui n'en était pas nécessairement lors des dernières années, c'est la prestance et le travail de la ligne défensive. Donc, on a quelques joueurs qui ont été déterminants pour cette unité-là. Sean Oakman, notamment, 6 sacs, 34 plaqués. Isaac Adeyemi Berglund, 11 sacs du corps, 29 plaqués qui sont démarqués, qui ont fait partie de l'équipe d'étoiles de l'Est. Adeyemi Berglund est notamment en nomination pour le joueur canadien par excellence. Donc, on a eu un point... une très mauvaise nouvelle la semaine passée. Là. C'est sûr que dans un match qui voulait rien dire, ça peut faire mal, mais on a eu des blessures de Loal Ogwak et de Mustafa Johnson. La présence de Johnson est incertaine et pour le match de samedi, il ne s'est pas entraîné. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur l'état de santé de ces deux joueurs-là et aussi sur
les hauts qui sont venus de Oakman, de Berglund, et peut-être un petit peu des bas, là, des déceptions qu'ont pu être Loa Logwak et même Sean Lemon cette année. Là. Ben, écoute, je vais commencer par les mises à jour. Écoute, du Ouais, côté beaucoup de de choses, Mustafa évidemment. Johnson, tu l'as dit, tu l'as dit, Mustafa Johnson n'est pas pratiqué la semaine. Son état est marqué comme cas incertain, donc questionable selon les Canadiennes. Mais écoute, j'ai de la misère à voir comment on va lui demander de fouler le Ouais, terrain samedi après-midi. Surtout, comme tu l'as dit, c'est pas c'est mentionné de la dommage. semaine, puis c'est pas. Puis de la façon dont Noel Thorpe parlait de lui aujourd'hui, ça avait pas l'air d'être un joueur qui semblait disponible pour le match. Écoute, j'espère que je me trompe pour les Alouettes parce que c'est tout un joueur de football. Tu sais, du côté de Logwak, ben, lui, c'est une blessure un peu différente à un pied. Mais dans son cas, c'est entraîné de façon très limitée aujourd'hui. J'ai pu y être à la pratique, puis vraiment, il ne prenait pas vraiment de répétition avec les partants, ni avec les réservistes. C'était plus un gars qui était sur les lignes de côté en train d'essayer de regarder si son pied était correct. Puis après ça, a joint le groupe pour quelques répétitions, mais si lui est dans la formation, ça va être dans un rôle de réserviste parce qu'il est canadien. Je le répète, c'est super important dans la Ligue canadienne, un joueur canadien. Donc, si moindrement qui est capable de jouer quelques répétitions dans le match, ne serait-ce que pour tenir le fort, ben, on va l'envoyer. Le problème, c'est que ben, tu as besoin de performer en série, c'est pas seulement de tenir le rôle. Donc, on va voir est-ce que Jason Moss va vouloir y aller avec un Ougua qui n'est définitivement pas en santé. Puis justement, cette unité-là a fait du bon travail cette année pour se rendre au corps arrière. Par contre, on a eu énormément de misère à arrêter de jouer au sol cette année du côté des Alouettes. Puis écoute, c'est un problème récurrent. On peut même retourner à la semaine passée où justement un centre arrière en Chris Ike est allé chercher une course de plus de 60 verges la semaine dernière. C'est pas possible. Tu peux pas donner une course comme ça. Justement, un centre arrière en plus. Donc, tu sais, les Alouettes doivent trouver le moyen de justement être plus hermétique de ce côté-là, mais tu l'as dit, pression envers des sacs du corps. On a fait le travail du côté des Alouettes. Isaac Academy Berglund, une autre saison extraordinaire pour lui. Je le dis souvent, mais c'est un joueur qu'on oublie. Puis écoute, je suis content qu'il ait été nominé pour le meilleur joueur canadien de la Ligue. Ouais. Il va représenter l'Est. En toute honnêteté, je pense que c'est réglé déjà ce trophée-là, il ne gagnera pas. Mais quand même, c'est une belle nomination pour lui. Puis justement, une deuxième consécutive dans son cas. Puis c'est pleinement mérité. Puis déception ou Guac, c'est sûr que ça fait partie des déceptions. Peut-être Dylan Wynn aussi qui n'a pas eu l'impact qu'on souhaitait. Puis Sean Lemon, tu l'as mentionné. Puis lui, lui c'est intéressant. Il prenait quelques répétitions avec des réservistes aujourd'hui, un peu avec des partants. Donc, est-ce qu'il y a une chance? Pour moi, c'est peut-être Guac et Lemon. Peut-être un des deux va jouer. Je ne pense pas que les deux vont être en uniforme. Donc, si Guac est vraiment pas à l'aise, ça se peut qu'on envoie Sean Lemon dans la formation. Mais écoute, il n'a pas été bon cette année. On va être honnête. Non. Depuis qu'il est revenu à Montréal, il n'a jamais été capable de retrouver le rythme qu'il avait avant sa suspension. Honnêtement, pas joué de football pendant un an. Un peu normal à son âge aussi. Exactement. C'est déjà assez vénérable de revenir avec les Alouettes après tout ce temps-là. Donc, écoute, qui va peut-être nous sortir une bonne performance après du repos, peut-être, je ne sais pas. Mais jusqu'à présent, c'est pas la saison qu'on s'attendait. Tu as parlé de déception dans le cas de Dylan Wynn. De mon côté, je ne suis même plus déçu. Mes attentes sont très, très basses dans son cas. Il déçoit beaucoup. Je pense que depuis qu'on a fait son acquisition, ça n'a pas été très fructueux. Et pour l'avoir en uniforme, pour l'avoir dans un rôle de partant, ben ça devient un petit peu... on devient justement vulnérable là, au niveau de la course et c'est là qu'un Mustafa Johnson risque de manquer. Donc, ça va être clairement un aspect à surveiller, le jeu par la course. Et là, ça va être important que les deux bonhommes dont je vais te parler maintenant prennent la charge et un impact aussi. Je parle ici de Tyrese Beverett et d'Arnold Sankey, les deux receveurs étoiles. Secondaire étoile. Secondaire étoile, pardon. Donc, 83 plaqués, 7 sacs, 4 interceptions pour Beverett. Sankey, 101 plaqués, 2 sacs. Très bonne saison, mais encore une fois, comme j'en parlais tout à l'heure, de leur côté aussi, c'est un petit peu moins rose que l'année dernière. Reste qu'ils ont été le cœur de cette équipe-là pas mal toute l'année. Et ils devront vraiment, là, ce seront eux les leaders et ils devront le montrer sur le terrain.
Ben écoute, du côté de ces secondaires-là, je trouve souvent, tu regardes les statistiques, tu dis peut-être que c'est pas l'année la plus extraordinaire au niveau des plaqués, mais moi, ce que ça me dit souvent, c'est que ben, on n'a même pas eu besoin de se rendre à eux. Puis ça, c'est quand même des bonnes nouvelles dans leur cas, c'est qu'ils peuvent justement ne pas. Lorsqu'ils font énormément de plaqués, c'est parce que ben, soit que le porteur de ballon s'est rendu à eux, ou bien que le KR a eu tellement de temps qu'il peut trouver des receveurs dans leur zone, puis justement compléter des passes ou les forcer à justement faire des plaqués. Donc, le nombre de plaqués, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ce que je trouve intéressant de ces deux joueurs-là, c'est le leadership qu'ils amènent. C'est deux vétérans, c'est des gars qui ont gagné une coupe ensemble. Ouais. Puis tu vois que justement la communication, puis j'inclus Najee Murray là-dedans, que je salue d'ailleurs, un énorme travail cette année du côté de Najee Murray. Donc, ce trio-là vraiment fait du bon travail. Puis je pense que tu l'as mentionné, ça va être important, oui, pour arrêter le jeu au sol, surtout du côté de Sankey, mais ça va être important aussi d'être capable d'aller justement peut-être aller chercher que ce soit une interception, une passe rabattue, des jeux comme ça. Ça, je suis d'accord avec toi qu'on aurait pu en voir plus de leur part cette année, mais pour moi, du côté des plaqués, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange en tant que ça. C'est des joueurs qui couvrent énormément de terrain encore, puis que je ne vois pas nécessairement ralentir dans ce qu'ils font sur le terrain. Donc, moi, c'est vraiment ça que je regarde plus quand je regarde des secondaires, ou même des demi-défensifs dans ce cas-là, mais vraiment, je le dis, cette unité-là a fait du bon travail cette année. C'est le temps de hausser le niveau d'un cran. Je pense qu'ils sont capables de le faire. Ils offrent déjà un très bon rendement cette année, mais je pense qu'ils sont capables d'aller chercher un niveau supérieur pour les séries. Finalement, pour terminer sur la défense, la tertiaire a quand même été une faiblesse cette saison-là. Wesley Sutton a été excellent encore une fois, mais ça a été le retour de Kabion Ento qui a stabilisé cette unité-là en fin de saison. L'arrivée de Ciante Evans aussi, ça a aidé. On a eu des performances en Nancy, des Dequois, des Ruffin, des Burns. Quel visage, selon toi, on va montrer là, contre Winnipeg face à un affrontement où le jeu par la passe n'est pas la force là, des Bombers? Là. Ben, écoute, puis je sais pas si Marc-Antoine de quoi nous écoute, mais j'avais été critique à son endroit en début de saison. Puis écoute, je l'ai écrit dans mon plus récent article. Moi, ça a toujours fonctionné comme ça, ma philosophie. C'est que, oui, des fois, je suis critique avec des joueurs parce que pour moi, ils sont capables d'en donner plus. Puis, moi, je ne suis pas payé pour être le leader d'une équipe. Je suis là pour donner mon opinion, pour être critique dans le fond, puis du côté de quoi, il faut l'avouer, il y avait un début de saison très difficile, on voyait qu'il était en retard, puis je me rappelle de son match en Saskatchewan, justement, les Alouettes, oui, avaient dominé ce match-là, mais lui, justement, par ses mauvais angles de poursuite, avait presque donné 2 touchés à la Saskatchewan, un en première demi, puis un lorsque ça ne voulait plus rien dire, mais c'est des jeux que quand même les entraîneurs, c'est sûr à 100% qui ont remarqué, les angles de poursuite étaient mauvais, puis ça faisait en sorte que justement, il était tout le temps hors position, puis il se faisait avoir. En fin de saison, vraiment, il a monté son niveau de jeu d'un cran. Puis je pense qu'il a amené les demi-défensifs avec lui. Écoute, il a bloqué un botté de dégagement. Il a réussi une interception lors du dernier match. Il a réussi un sac du corps en venant du coin. C'est des jeux qu'en début de saison, on ne le voyait pas faire. Puis vraiment, on retrouve un peu le Marc-Antoine Dequoy qui avait si bien performé en 2023. Puis je le répète, pour moi, c'est un bon maraudeur. C'est pas nécessairement pour moi sa vitesse, c'est vraiment extraordinaire, mais des fois, comme je le dis, c'est ses angles de poursuite. C'est la façon qu'il arrive trop rapidement à un joueur, puis des fois, il se fait avoir. Puis moi, je suis prêt à vivre avec ce type de situation-là une fois de temps en temps, s'il est capable de sortir avec 3-4 jeux d'impact, comme on l'a vu dans les dernières semaines. Mais le problème avec lui cette année, dans la première partie, c'est qu'il n'était pas capable de compenser par des bons jeux, puis ça faisait en sorte que l'équipe en souffrait. Maintenant, c'est vraiment différent, puis je pense qu'il a vraiment amené les demi-défensifs avec lui. Tu regardes les Wesley Sutton, ça continue à faire du bon travail. Lorenzo Burns a fait du bon travail en deuxième moitié d'année. Kabion Ento, toujours, je l'adore ce joueur-là. Très, très bon travail encore une fois. Tu sais, il a amené vraiment la tertiaire à un autre niveau, puis je pense qu'il a amené une certaine stabilité, une certaine présence, un certain calme aussi qui était nécessaire lorsque justement il s'est blessé, il est revenu, puis on avait besoin justement de quelqu'un qui était capable de calmer tout le monde, puis ça prend un carrière dans cette unité-là de tertiaire, puis je pense que c'en est un bon, puis j'ai hâte de voir justement comment il va performer en série, mais de la façon dont il a terminé la saison, je pense que les partisans des Alouettes peuvent être assez encouragés de ce qu'ils ont vu de sa part. Penchons-nous du côté des Blue Bombers de Winnipeg. Là. Quelques forces et faiblesses de leur côté. Là. Quelques informations en rafale. Là. Le carrière Zach Collaros, c'était une saison plus que moyenne dans son côté. Là. C'est 13 parties disputées, une efficacité de 96.
17 touchés, 16 interceptions, donc beaucoup, beaucoup de revirements de son côté. Il n'a pas un groupe de receveurs très menaçant. Sa cible principale, Nick Dembski, qui a eu 1001 verges par là à capter et 7 touchés, est un cas plus que douteux pour le match. Après ça, on s'en va voir des gars comme Kerrick Wheatfall, 655 verges, Jarrett Stern, 530, qui ont joué tous quand même un grand nombre de matchs. Donc, on n'a pas eu tant de blessures à la position de receveur. On n'a pas eu personne de déterminant. C'est vraiment au niveau des porteurs de ballon que l'équipe se distingue. Là, Brady Oliveira a une autre saison fantastique en 15 matchs cette année. C'est 1163 verges au sol. Bon, pour le 4e rang dans la LCF et 3 touchés au sol. Par la passe, 546 verges captées. Donc, il risque d'avoir le ballon souvent par la voie aérienne, au sol. Ça va vraiment être le cheval de bataille de l'attaque des Bombers. Oui, ben écoute, tu as mentionné plusieurs points intéressants. Je vais commencer avec Zach Collaros, qui pour moi, écoute, Zach Collaros, la version du mois de novembre, c'est pas une bonne version de Zach Collaros. Depuis plusieurs années, on le voit. Puis je pense que c'est une réputation qui malheureusement lui colle à la peau. Puis tu regardes le dernier match, son dernier match éliminatoire la saison dernière à la Coupe Grey, écoute, il a vraiment été mauvais. C'était horrible. Il a lancé tellement d'interceptions. Puis oui, à la fin, il a été blessé à un doigt, c'est vrai, mais tu regardes le début de match, c'était pas plus convaincant. Lancer des interceptions que les joueurs avaient presque aucune chance d'attraper ces ballons-là. Puis moi, l'an passé, j'étais sûr que Winnipeg allait chercher la victoire, allait chercher sa dynastie, mais vraiment, Zach Collaros, je peux le dire, il a coulé son équipe la saison dernière. Puis tu le regardes, même les années où ils sont allés chercher la Coupe Grey en 2019 puis en 2021, il a été correct dans ces matchs éliminatoires-là. Ça n'a jamais été des performances dominantes de Zach Collaros au mois de novembre. Ça a vraiment été l'équipe au complet qui a joué un match. Puis moi, c'est ça que les Alouettes doivent absolument aller chercher en début de match. C'est justement de lui ramener ces souvenirs-là en tête rapidement. Si on se rend à lui, si on le frappe rapidement, exact. On voit que c'est un carrière probablement qui est fragile niveau santé. Tu vois que c'est un carrière qui va essayer de se protéger le plus possible. Le nombre de commotions cérébrales qu'il y a eu dans la Ligue canadienne, écoute, j'ai de la misère à les compter maintenant. Le nombre de fois où il s'est fait frapper, il a dû quitter le match. Donc, c'est un type de joueur qui va vouloir aller se protéger souvent plutôt que justement nécessairement de risquer des passes, surtout en début de match. Donc, si les Alouettes sont capables de mettre la pression, puis de forcer justement Collaros à lancer des interceptions, et là, soudainement, ça va le jouer dans la tête, puis les Alouettes peuvent justement prendre les devants, aller chercher un bon momentum, puis justement encore mettre plus de pression sur le bras de Collaros, parce que je le dis, si les Alouettes réussissent à faire ça, ils s'en tirent avec la victoire. Du côté de Brady Oliveira, par contre, justement, c'est un peu le même principe. Si tu veux mettre le match dans le bras de Zach Collaros, il faut que tu élimines Brady Oliveira, tu n'as pas le choix. Tu peux faire ça de deux façons. Ou bien tu prends les devants rapidement dans le match, puis tu forces Winnipeg à vouloir aller chercher des gros morceaux de terrain, puis que ce soit qu'on oublie le jeu au sol, puis la contribution de Brady Oliveira, ça c'est la première option. Ou bien la deuxième option, c'est celle que Noel Thorpe m'a dit ce matin, c'est on 12 joueurs sur Oliveira, on saute dessus, on attaque en meurtre, puis on va le frapper. On va le frapper rapidement derrière la ligne de mêlée. On ne lui laisse pas prendre son rythme parce qu'une fois qu'il prend son rythme dans un match, bonne chance, il est très difficile à arrêter. Donc, je t'arrête rapidement, Pablo. Pour ça prend une excellente lecture de la part de l'unité défensive et Noel Thorpe va avoir une grosse responsabilité. Là. Donc, s'il veut qu'on attaque en meurtre le porteur de ballon, parfait, allons-y, mais il est mieux de bien lire ce que l'attaque adverse lui présente parce que sinon, ils vont se faire avoir. Là. Donc, ça prend. Donc, peut-être une des personnes les plus importantes au stade samedi, ça va être Noel Thorpe. Ça va être Noel Thorpe, puis je vais rajouter la foule là-dedans parce que j'en parlais avec quelques joueurs qui me disaient à quel point le jeu au sol, justement, ça peut être affecté. Le timing, justement, des bloqueurs, justement, le déplacement, tout ça, comment est-ce que tu vas chercher tes angles de poursuite? Il faut qu'il y ait une grande communication entre la ligne à l'attaque pour savoir où est-ce qu'on amène les joueurs pour justement aller créer des brèches, chose qui est plus facile à faire quand tu joues à la maison puis tu es dans le silence. Puis du côté de la foule des Alouettes, on a toujours été capable justement de forcer quelques pénalités d'hors-jeu, quelques crampes au cerveau, puis tout ça, ça fait en sorte que on ne va pas attaquer les blocs aussi rapidement, on ne va pas être aussi agressif qu'on voudrait. Donc, du côté de Brady Oliveira, il va devoir travailler plus pour aller chercher les premières verges que si on était dans un environnement où justement il n'y avait pas de bruit dans le stade. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça. Puis oui, Noel Thorpe va être extrêmement important. La foule va être un facteur absolument incroyable, surtout du côté défensif. Puis je le dis souvent, si Brady Oliveira, tu l'enlèves de ce gars-là de l'équation, je te le garantis, les Bombers, pour moi, ne sont pas capables de battre les Alouettes dans un concours de bras avec Davis Alexander. Pour moi,
peux pas gagner un match Ils n'ont contre pas Davis les éléments, Alexander. non. Du côté de Collaros, moi, c'est mon opinion. Écoute, je vais peut-être devoir m'excuser dans quelques semaines pour son travail. Peut-être, ça arrivera. Écoute, si ça arrive, écoute, ça va me faire plaisir de le faire. Mais pour moi, si on met le match dans le bras de Zach Collaros contre le bras de Davis Alexander, je donne un clair avantage au carrière des Alouettes. Rapidement, là, au niveau de la défensive des Blue Bombers, ils n'ont pas de grand chasseur de corps. Là. James Waters a été le meneur avec ses sacs. On est bon un petit peu partout. Là. Le secondaire, Tony Jones, c'est le moteur de cette défensive-là. On a quelques vétérans de qualité. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur la défensive des Bombers? Il faut la tester. C'est tout ce que j'ai à dire du côté de cette défensive-là. Que ce soit au niveau de premièrement de la protection. Moi, ce que je veux voir les Alouettes, c'est absolument protéger Davis Alexander en début de match. Que tu enlèves un receveur pour amener de la protection supplémentaire, ça va être super important. Pourquoi? Parce que tu as 2 joueurs de ta ligne offensive à droite qui sont des recrues cette année, Donnie Venturi et Tiger Shanks, qui jouent ensemble pour la première fois. De leur côté, premier match en séries éliminatoires pour les 2. Donc, c'est vraiment un côté au complet qui est littéralement nouveau. Donc, Willie Jefferson, qui probablement, oui, c'est un joueur vieillissant, mais probablement le joueur avec évidemment qui a le plus d'expérience puis qui est capable justement de lire, de faire stresser des joueurs qui sont tout jeunes dans la Ligue canadienne. C'est sûr qu'il va aller attaquer de leur côté 100%. Puis en début de match, il faut que tu amènes de la protection. Donc, il faut tester à quel point cette ligne défensive-là est capable de se rendre à Davis Alexander. Il va falloir qu'on le teste. Il va falloir qu'on teste les différents niveaux de protection. Donc, voir à quel point est-ce que ça peut être une menace, puis avant de justement déployer beaucoup de receveurs puis de faire confiance à la ligne. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est le premier test. Le deuxième, il faut absolument qu'on teste les demi-défensifs des Bombers. Les secondaires font un excellent travail. Tony Jones, tu l'as dit, écoute, il est très, très, très solide pour cette équipe-là. Mais tu regardes les demi-défensifs, il y a de quoi aller chercher là du côté des Alouettes. On a des très bons receveurs. Puis je vais probablement le dire contre n'importe quel tertiaire, mais spécifiquement contre celle des Bombers, il faut que tu la testes. On s'entendait de parler, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans avant la Coupe Grey, je te disais, les Blue Bombers, on parle souvent de à quel point il y a une ligne défensive dominante, à quel point c'est une secondaire extraordinaire avec celui qui était avant à Winnipeg, Adam Big Hill. Mais cette unité-là était là, mais je te disais, il faut que tu attaques les zones profondes, il faut que tu attaques ces groupes de receveurs-là, puis c'est ça que Fajardo avait fait il y a 2 ans. C'est comme ça que les Alouettes avaient gagné, Exactement. Puis c'était pas au sol qu'on avait battu les Bombers. C'était avec des longues passes, c'était avec des passes dans les zones profondes. On avait testé les receveurs, puis Tyson Philpott est allé faire un attrapé contre ce qu'on disait à l'époque, le meilleur demi de coin des Bombers, qui d'ailleurs est de retour à Winnipeg cette année, ironiquement, en Demario Houston. Donc, j'ai hâte de voir justement comment est-ce que les Alouettes vont attaquer ce front-là, mais moi, c'est clairement les Alouettes, il faut absolument qu'on aille chercher des passes dans les zones profondes. Cette tertiaire-là, pour moi, n'est pas capable de rivaliser avec des Rambo, des Sneed, des Philpott, des Mac pendant 60 minutes, je ne le crois pas. Donc, il faut qu'on diversifie le ballon, mais il faut vraiment qu'on aille tester cette tertiaire-là parce que, comme je l'ai dit, pour moi, elle ne m'a pas encore démontré qu'elle est de niveau élite dans la Ligue canadienne. Quelques mots au niveau des unités spéciales, là, au niveau des batteurs de précision, c'est très semblable à propos du batteur des Alouettes, José Maltos Diaz, qui a terminé avec un pourcentage de réussite de placement de 89,2. Son plus long aurait été 58 verges. Du côté des Bombers, Sergio Castillo, pourcentage légèrement inférieur à 85,7. Réussi un placement de 63 verges. Donc, les deux ont des jambes extrêmement puissantes. C'est semblable au niveau des batteurs de dégagement. C'est au niveau des retourneurs de bottée que les Bombers ont un net avantage là, avec Trevor Wald, qui est 2e de la CFL pour les retours sur les dégagements et les bottées d'envoi. 3 touchés au cumulatif. James Letcher est beaucoup plus loin dans les classements. Pas de touchés à son compteur. Donc, ce sera à surveiller parce que les Alouettes se sont quelquefois fait avoir dans des moments clés, ont concédé un toucher sur un botté sur un dégagement. Donc, ça sera à éviter absolument samedi. Oh, c'est clair. Puis moi, du côté des unités spéciales, il faut au moins qu'on fasse match nul avec les Bombers. Je t'en avais parlé, et même chose, je reviens souvent à ce match-là il y a 2 ans à la Coupe Grey parce que pour moi, c'est quand même, tu regardes le même noyau, c'est pas mal la même chose niveau même noyau. Puis il y a 2 ans, les Bombers avaient un excellent retourneur en Jannarion Grant. Écoute, pour moi, c'était super important dès le premier botté de lui faire comprendre que sa soirée allait être longue et qu'il n'allait pas être capable de justement prendre son rythme. C'est la même chose avec Trevor Wald. Trevor Wald, pour vrai, en début de saison, je me disais, OK, c'était un petit coup de chance qui est allé. Mais plus la saison avançait, plus je me suis rendu compte que ce joueur-là était capable, justement, c'était pas le plus rapide dans la Ligue canadienne, c'est un peu comme Jannarion Grant, c'est pas le plus rapide, mais c'est un joueur extrêmement intelligent qui est capable d'être suffisamment patient pour trouver les ouvertures. Du côté des Alouettes, il faut tout simplement qu'on bâtisse une toile autour de lui puis qu'on s'assure qu'il ne prenne pas
prenne pas sa vitesse. S'assurer de bien le contenir, puis justement de juste le forcer des fois à sortir des lignes de côté, c'est déjà un jeu réussi du côté de Montréal. Donc, moi, de ce côté-là, il faut au moins faire match nul. James Letcher devrait d'ailleurs être de retour dans la formation pour le match de samedi, ce qui est une excellente nouvelle parce que le jeu de retour de beauté des Alouettes depuis quelques semaines est inexistant. C'est déficient. Puis James Letcher, c'est clair qu'il n'a pas la meilleure saison. C'est pas le joueur explosif qu'on a déjà connu par le passé. Par contre, c'est un joueur qui est excité de revenir au jeu. Ça fait longtemps qu'il attend. Il y a eu un match où il est revenu, il s'est reblessé. Tu sais, c'est un joueur qui veut vraiment revenir mener sur à le des belles terrain. choses. Ouais. Donc, écoute, je pense qu'il va avoir un petit feu dans les yeux. Il va avoir une petite énergie de plus. Donc, pour moi, si les Alouettes sont au moins capables de faire match nul, ça va être quelque chose d'être très bien pour les Alouettes parce que pour moi, je n'ai pas le choix de donner avantage aux Blue Bombers pour les unités spéciales. Puis d'ailleurs, les jeux truqués aussi, on en a vu quelques-uns. En fait, on a vu José Maltos en réussir un contre Ottawa le premier match, mais par contre, on en a raté un la semaine suivante. Donc, ça peut être aussi un outil intéressant en séries éliminatoires de sortir des jeux truqués. Moi, j'ai jamais été contre. Il faut que le timing soit bon, par contre. Mais j'ai jamais été contre de tester des choses. Surtout que ça peut te donner un petit boost de plus. Donc, écoute, j'ai hâte de voir ça, mais comme je dis, un match nul, c'est ce que je souhaite pour les Alouettes. J'aimerais qu'on termine en parlant du travail des entraîneurs-chefs. On a glissé un mot sur le coordinateur défensif Noel Thorpe, mais parle-moi un petit peu de l'impact qu'auront Jason Maas, qui a été nominé entre autres pour l'entraîneur de l'année, va représenter l'Est, alors que de l'autre côté, on a un vétéran aguerri en Mike O'Shea. Quels seront leurs impacts sur le match selon toi? Et pour nous mener, si tu le veux bien, à une prédiction sur ce match-là de quart de finale entre les Bombers et les Alouettes. Ben écoute, c'est du côté entraîneur-chef, je vais aller avec l'expérience de Mike O'Shea. Il y a un peu plus d'expérience que Jason Maas. Niveau, on parle d'expérience de ce côté-là. Par contre, lorsqu'on parle de coordonnateur offensif versus coordonnateur défensif versus coordonnateur défensif, les deux, je donne la victoire aux Alouettes. Jason Maas, il n'est pas le coordonnateur offensif, mais qui est le sélectionneur de jeu. Petit détail intéressant parce que c'est Anthony Calvillo qui est coordonnateur offensif techniquement, mais qui est sélectionneur de jeu du côté de Jason Maas. Puis c'est lui justement qui pour moi a l'avantage sur un gars qui s'appelle Jordan Younger, qui est le coordonnateur défensif des Bombers, qui n'a pas beaucoup d'expérience dans cette ligue-là à ce poste-là. Puis oui, c'est un joueur qui a amené des idées nouvelles et tout ça, mais tu vois que c'est quelqu'un justement que tu peux aller tester, tu peux aller chercher des jeux, tu peux aller un peu le mélanger. Puis il n'y a pas nécessairement l'expérience de Jason Maas que Maas lui a derrière la cravate. Puis du côté offensif versus défensif, ben, on a aussi un nouveau coordonnateur offensif du côté de Winnipeg cette année parce que Buck Pierce est parti être entraîneur-chef des Lions de la Colombie-Britannique. Donc, c'est Jason Hogan qui est le coordonnateur offensif des Bombers qui a grandi un peu avec Buck Pierce. Mais tu sais, c'est pas la même chose qu'un gars qui a énormément d'expérience comme Pierce l'avait. C'est sa première année du côté de Hogan. Donc, j'ai hâte de voir justement comment est-ce qu'il va s'affronter contre un entraîneur qui a tout vu dans la Ligue canadienne en Noel Thorpe. Puis, je regardais ce match la semaine dernière, puis oui, des fois, on a amené de la pression, puis oui, des fois, on reculait, mais c'était très vanné. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de... Noel Thorpe n'a pas sorti ses cartes, puis d'après moi, il va sortir ses meilleures stratégies pour ce match-là. C'est le type d'entraîneur, de coordonnateur défensif qui veut justement surprendre l'adversaire. Puis j'ai l'impression qu'il va réussir à le faire plus d'une fois dans ce match-là. Parce que je l'ai dit, Hogan, c'est sa première expérience en séries éliminatoires comme coordinateur offensif. Donc, ça va être intéressant justement de suivre cette bataille. Mais pour moi, du côté des entraîneurs, je n'ai pas le choix d'y aller avec les Alouettes. Pour nous mener justement à une rencontre qui, tu le mentionnais dès le départ, qui s'annonce relevée, qui s'annonce passionnante, qui tu penses qui iront rejoindre les Tiger Cats d'Hamilton en finale de l'Est la semaine prochaine? Écoute, je pense que ça va être un match extrêmement serré. Je le dis souvent, je l'ai dit la semaine dernière, je le dis encore cette semaine, les Alouettes n'auraient pas voulu voir les Lions débarquer à Montréal, c'est sûr. Non, oh mon Dieu. Mais ce ne sera pas une balade dans le parc pour les Alouettes contre les Bombers. Donc, écoute, je vais aller avec les Alouettes pour gagner ce match-là. Je pense que tu regardes au final, la meilleure équipe sur papier du moins, c'est les Alouettes de Montréal. C'est une équipe qui ramène une certaine confiance aussi des derniers matchs. Donc, on oublie le match à Winnipeg qui compte pour moi, il n'est même pas existé dans ma tête. C'est un match où on n'avait rien à gagner. Donc, on voulait littéralement seulement s'en sortir sans blesser. On n'a pas réussi, c'est pas arrivé. Mais le reste, tout ce qui a été fait, ça, on peut... Comme il y a 2 ans aussi. Oui, exactement. On peut tout jeter ça à la poubelle. On recommence à zéro. Je vais aller avec les Alouettes pour gagner ce match-là. Ça va être serré. Je vais avec un botté de précision gagnant de Maltos sur les derniers jeux du match.
20 quelques mille partisans qui seront présents, dont j'en fais partie, risquent d'être extrêmement stressés si c'est le résultat final de la rencontre, mais ça donnerait vraiment toute une fin. Si on regarde un petit peu le portrait ailleurs dans la Ligue canadienne, on a parlé d'Hamilton là, qui va attendre le gagnant de cette confrontation-là. Levi Mitchell a connu une excellente saison. Dans l'Ouest, tu parlais de la Colombie-Britannique. Affrontera Calgary. Tous deux ont terminé avec 22 points. La Saskatchewan a terminé premier avec 24, mais Saskatchewan, ça a été pas mal moins rose en fin de saison. Là, on a connu des séquences de défaites. Ça a été, disons, moins fructueux qu'en début de saison où on a vraiment eu tout un début. La Coupe Grey, tu l'as mentionné, ça tiendra à Winnipeg le 16 novembre. Et comparé à d'autres années, oui, on a toujours des surprises. Il y a 2 ans, ça a été les Alouettes. L'année passée, on n'attendait pas Toronto. Ben, c'est eux qui ont été champions. Mais ça semble très ouvert cette année-là. Oui, peut-être qu'avec les difficultés de la Saskatchewan, peut-être que les Lions semblent partir en tant que favoris. Mais j'ai l'impression que comparé à d'autres années, oui, comme je mentionne encore une fois les surprises, mais que tout le monde pourrait être dans une position pratiquement tout le monde pourrait être dans une position pour gagner la Coupe Grey le 16 à Winnipeg. Là. Ben, écoute, bizarrement à dire, je pense que la seule surprise pour moi, ce serait que les Blue Bombers gagnent la Coupe Grey, pour être bien honnête avec toi. Malgré le fait qu'ils jouent à domicile, s'ils se rendent là, chapeau à eux, mais tu regardes vraiment, c'est dur de passer par l'Est pour retrouver justement la Coupe Grey, le chemin de la Coupe Grey. Oui, ce serait le fun de jouer à la maison, tout ça, mais pour moi, c'est probablement le long shot, si tu veux, des séries. Mais pour le reste, je suis 100% d'accord. Je pense que c'est vraiment ouvert. Je ne serais pas surpris de voir aucune des autres équipes gagner. Puis, tu l'as parlé dans l'Ouest, ça va être le fun. Ça va être un bon match entre les Lions et les Stampeders. C'est la revanche de Vernon Adams. Exact. Qui a été échangé aux Stampeders. Ben oui, qui a été échangé aux Stampeders quand on a fait le choix pour y aller avec Nathan Rourke. Écoute, c'était le choix logique. C'était pas une décision controversée à l'époque. Ce n'est pas encore aujourd'hui. Mais il faut être honnête. Vernon Adams, c'est clair qu'on a vraiment vu le Vernon Adams cette année. C'est tout un joueur. Il est capable de tout faire sur un terrain lorsqu'il est en santé. Puis c'est un battant, ce gars-là. Puis il va toujours se battre. Le seul problème avec Vie, puis j'ai toujours souvent la discussion avec lui à chaque année. Je dis, le problème, c'est des fois en série, il n'est pas capable d'aller chercher la coche de plus. Je me rappelle de son match en 2019 contre justement Trevor Harris, les anciens, en fait, les défunts Eskimos d'Edmonton qui sont devenus les Hawks maintenant, mais il avait connu un bon match en général, mais au final, il avait lancé 2 interceptions dans les 2 dernières séquences qui avaient coûté le match. Tu regardes ces matchs avec les Lions de la Colombie-Britannique, c'est un peu le même scénario. Il commence bien, il réussit des bons jeux, mais lance trop d'interceptions en deuxième demi, puis ça lui fait perdre des matchs. Donc, je vois cette confrontation-là comme une opportunité de rédemption pour lui avec une équipe justement qui a depuis le début de la saison, c'est vraiment lui qui a pris les rênes. On lui a donné les commandes, on lui a donné les clés de la Cup de Calgary, puis on lui a dit, tiens Vernon, fais-nous de quoi avec ça. Puis honnêtement, il faut le reconnaître, il a fait des bonnes choses. Je ne voyais pas les Stampeders en séries éliminatoires cette année. Puis ils l'ont démontré. Ils ont surpris. Moi, ils m'ont surpris. Puis écoute, je leur lève mon chapeau. Ça va être tout un match de football. Mais par contre, de ce côté-là, je vais donner l'avantage aux Lions pour ce match-là. Pablo, j'aimerais te remercier particulièrement pour cet épisode-ci, mais pour cette année aussi, là, on a offert du contenu mensuel via la plateforme du Temps d'arrêt. De ton côté, ça a été quotidien là, de par tes articles pour Three Downs Nation, avec le podcast L'Envol aussi. Donc, ça a été extraordinaire d'avoir pu compter sur ton savoir-faire et tes connaissances en termes de Ligue canadienne et de tout au long de la saison, advenant le cas que les Alouettes se rendent à la Coupe Grey en finale, ça serait extrêmement agréable de se refaire un épisode dont tu serais probablement sur place à Winnipeg. Donc, on aurait la chance de te parler en marge justement de ce gros match-là. Advenant le cas que ça ne se produise pas, que les Alouettes baissent pavillon, que ce soit samedi contre Winnipeg ou en finale de l'Est contre Hamilton. Comme nos auditeurs le savent, on est dans nos derniers épisodes, dans nos derniers mois avec le temps d'arrêt. Donc, j'aimerais te remercier pour 3 superbes années. Ça a été extrêmement agréable de t'avoir comme collaborateur, un de nos plus réguliers au temps d'arrêt. Ça a été extrêmement agréable de parler de la Ligue canadienne, des Alouettes. C'est un sujet qui me passionne et dont j'adore discuter. Puis ça, j'ai trouvé un fidèle acolyte en toi au cours de ces 3 dernières années et je pense que c'est tous nos auditeurs et la communauté CFL qui en ont bénéficié. Alors, un gros merci, puis chapeau pour ton excellent travail. C'était encore une fois extrêmement plaisant de t'avoir à mes côtés.
Ben écoute, ça m'a fait plaisir. Puis un gros merci à toi aussi. Je pense que le contexte de cette émission-là, c'est le fun. Ça permet, comme tu l'as dit, de parler de les Canadiennes. Ça permet de parler des Alouettes. C'est des sujets pour moi qui sont encore pas assez médiatisés pour la qualité de joueurs qu'on a sur le terrain. C'est pas une ligue de bière. C'est vraiment une excellente ligue de football qui, pour moi, ont une histoire extrêmement riche. Ouais. Écoute, on parle de Coupe Grey, on est rendu à la 113e Coupe Grey. Donc, c'est vraiment beaucoup d'années, tout ça. Puis c'est le fun de voir un peu l'évolution à travers le temps. Puis ça m'a fait un grand plaisir de venir en jaser avec toi. Je pense que la communauté médiatique va s'ennuyer de ton podcast définitivement. Merci puis, beaucoup, c'est gentil. Écoute, moi, ça m'a fait un grand plaisir. Puis comme je te dis, écoute, on va souhaiter pour les Alouettes une bonne fin de saison. Puis écoute, si on se retrouve, ben, ça va me faire un grand plaisir. Je te l'ai dit, je te l'ai promis avant l'épisode, je ferai ça en direct du stade du Princess Auto Stadium. Je te ferai ça, je le promets aux auditeurs. Donc, je ferai un petit live du Princess Auto Stadium avec toi pour parler justement de cette Coupe Grey qui impliquerait les Alouettes. Donc, écoute, on va se souhaiter de se revoir, mais écoute, un gros merci aussi à toi aussi. Je te dis, c'était toujours un plaisir de venir au temps d'arrêt. C'est très, très apprécié. Merci pour les bons mots. Bon match à tous. Samedi, 14h, Alouette, Blue Bombers. Bonne série éliminatoire de la Ligue canadienne. On mentionnait aux gens premièrement de prévoir leur déplacement. Ça ne sera pas facile de se rendre à Montréal. Il n'y aura pas de transport en commun samedi. Arrivez tôt, arrivez vêtus de bleu, soyez bruyants. Et ça va donner un après-midi de football absolument extraordinaire. Alors, bon match, bonne série éliminatoire. Et merci beaucoup, Pablo, encore une fois. Et merci à tous d'avoir été présents. Et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.